Salam alaikum, alaikum salam, bakaynou inalen, connecti tour axe santo. J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes, bienvenue sur ma chaîne Délicieusement Imparfaite. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est assez sérieux, c'est la capacité ou non qu'on a de trouver l'équilibre entre la sexualité et la religion, surtout chez nous au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, dans les pays où la religion a une place vraiment importante. Je prends l'exemple du Sénégal où il y a 85% de musulmans et où le Coran, les versets, la religion est au cœur de pratiquement toutes les activités. Et même s'il n'y a que 5% de catholiques au Sénégal, la religion chrétienne est aussi très présente dans le quotidien des chrétiens, dans le quotidien des catholiques. On a souvent recours aux versets, on a souvent recours aux textes sacrés, on cite souvent les versets, on cite souvent des choses qui ont été dites dans les textes, qui ont été véhiculées par la religion. Et du coup, toutes les choses qu'on peut rencontrer, toutes les choses auxquelles on peut faire face, baignent dans cet environnement religieux et on ne peut pas s'en extirper. De toute façon, on ne peut pas. Si tu t'extirpes de l'environnement religieux, tu te fais critiquer, tu te fais indexer, tu te fais parfois même bannir et ça n'est pas ça pour moi trouver l'équilibre. Ceci dit, pour l'avoir expérimenté personnellement et pour le rencontrer souvent avec mes clients, il y a souvent une culpabilité parce que la manière dont les gens se comportent au quotidien, que ce soit en étant adolescent, en étant jeune adulte ou en étant dans le cadre du mariage, ne correspond pas aux préceptes de la religion. Je prends l'exemple de la masturbation. On va avoir, je ne connais pas les statistiques, mais parmi les adolescents, il y a une partie des adolescents qui va se masturber plus que l'autre, d'une manière générale. Dans cette partie-là, il va y avoir plus de garçons que de filles, en général. Et le souci qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dialogue avec les parents. Donc, les parents vont parfois utiliser le mot haram en disant la masturbation c'est haram, faut pas que tu fasses ça. Et l'enfant, l'adolescent qui a 11-12 ans, à l'âge de la puberté, il va entendre le haram, mais il va pas forcément comprendre pourquoi c'est haram. Ça, c'est laissé en fait à l'appréciation de chaque parent en fonction de son rapport à sa propre sexualité. Est-ce qu'ils se sont capables d'en parler avec son enfant ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est tabou pour lui, etc., etc. Donc ce qui est sûr, c'est que cet adolescent-là ou cette adolescente-là va grandir avec cette notion de haram sans pour autant qu'il y ait une explication, dans la majeure partie des cas. Quand cet adolescent ou cette adolescente vont grandir, ils arrivent à un âge, allez, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, on va avoir des étudiants, par exemple, qui se masturbent, même si c'est interdit par la loi, par la loi religieuse, par l'islam ou par la Bible. Je prends ça parce que c'est les religions que je connais, la Bible parce que je suis chrétienne et le Coran parce que j'ai grandi avec beaucoup de musulmans. Donc même si je ne maîtrise absolument pas le Coran, je sais en tout cas que la masturbation c'est quelque chose de haram. Vous avez donc des étudiants, hommes, des étudiantes femmes qui vont se retrouver avec des hormones, avec des pulsions et qui vont être obligés de les gérer. Il y en a qui vont gérer, qui ne vont pas se masturber, il y en a qui vont se masturber. Ok? Moi je parle des gens qui se masturbent. Et je prends le cas de l'homme. L'homme va se masturber, il va arriver à un âge où il va se marier, mais il sait que c'est haram. Donc, il ne va pas forcément en être fier. Donc, il ne va pas forcément en parler avec sa partenaire. Il y a les deux cas de figure. Il y a l'homme qui va en parler à sa partenaire parce qu'il a une ouverture d'esprit, parce que, voilà, il est musulman, parce qu'il pratique, parce qu'il est chrétien, il pratique. Mais bon, voilà, il y a des failles, il y a des entorses et il l'assume. Il y en a qui ne vont pas l'assumer, qui ne vont tout simplement pas en parler. Ces hommes-là vont arriver dans le couple, dans le mariage, avec une solution, j'appelle ça la solution, qui n'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi? Parce que dans cette histoire de religion, on a la masturbation qui est haram, la masturbation qui est un péché, on a la pression
de la virginité. Il faut arriver vierge au mariage. Chez les musulmans comme chez les catholiques, il faut arriver vierge au mariage. Et on a cette histoire de devoir conjugal. Quand on prend des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation sexuelle, qui n'ont pas reçu de conseils sexuels, qui n'ont pas reçu de la part de leurs aînés, même au moment où ils se mariaient, de conseils basiques. Comment voulez-vous que ce garçon qui a l'habitude de se masturber ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul? C'est-à-dire que ce qui se passe, et c'est ce qui ressort de la plupart de mes coachings, c'est que l'homme, quand il arrive dans le mariage, il se dit, bon, je vais enfin pouvoir être un bon musulman. Ça veut dire que je ne suis plus obligée de me masturber. Maintenant, j'ai une femme. Le problème, c'est que son rythme de masturbation, sa fréquence masturbatoire, il pouvait se masturber par exemple le matin, parce qu'il y a un pic de testostérone qui font que, il y a une érection, d'accord? Il y a un pic de testostérone, donc il y a une érection, il y a une masturbation. Okay? Et le soir, parce que c'est la fin de la journée, on déstresse, on fait baisser la tension nerveuse. Donc, parfois, il va solliciter son épouse le matin, quand il y a ce pic de testostérone-là, et le soir, quand il revient du boulot. C'est pas tout le monde. Il y a des hommes qui sont fatigués, il y a des hommes qui ont des deuxièmes, des troisièmes femmes, il y a des hommes qui sont pas intéressés, il y a des hommes qui sont infidèles, bref. Mais parmi les hommes dont je parle, il y a ces hommes-là qui vont rentrer dans le mariage en se disant « Je ne vais plus être obligé de me masturber et je vais pouvoir, en fait, honorer ma femme le matin et le soir. » Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de l'autre côté, la femme, elle n'est pas du tout habituée à ça. D'accord? Elle n'est pas du tout habituée à ça. Pour la femme qui arrive vierge au mariage, pour la femme pour qui la masturbation, c'est juste un non-fait, c'est un non-événement, ça n'existe pas. Elle n'a même pas conscience que c'est possible parce qu'elle aussi a grandi avec ces histoires de haram où tout ce qui touche à ici, en bas, c'est tabou. Les règles, c'est tabou. Le clitoris, c'est tabou. La masturbation, c'est tabou. Je ne vous parle même pas de l'excision et consorts. Donc, cette femme-là, non seulement elle est vierge, en plus, elle ne se masturbe pas, ok? Et en plus, elle a été biberonnée à cette histoire de devoir conjugal. Donc, de toute façon, elle se soumet à son mari. Sans connaître son corps, sans rien savoir de la sexualité. Et on a un homme qui, lui, qu'un an, s'il est toujours puceau, c'est encore plus compliqué, mais s'il a déjà eu à avoir des relations sexuelles, a plus été éduqué par la pornographie, en règle générale, je parle encore de généralité, que par ses 2, 3, 4 partenaires occasionnels, sachant que dans les deux religions, le fait d'arriver vierge au mariage, c'est un impératif, donc tu ne peux absolument pas aller dans un hôtel ou ramener une fille chez toi ou un garçon chez toi, comme ça peut se voir dans d'autres civilisations. Donc, on a, dans un cas de figure qui concerne des jeunes mariés, un homme qui arrête de se masturber, mais qui quelque part trouve maintenant une satisfaction sexuelle avec sa femme au même rythme que la masturbation, et une femme qui, elle, est complètement innocente. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une femme qui, au début, va être soumise à son mari parce que elle a un peu été formatée comme ça. 1. 2. Elle s'est mariée, c'était dans ses plans. Next, c'est quoi? L'enfant. Donc, elle sait au moins que pour faire un enfant, il faut faire l'amour. Donc, elle va être réceptive, elle va être là parce que elle veut faire un enfant. Et 3, parce que c'est le début et qu'au début, il y a des paillettes, il y a des papillons, ça brille, on est tout excité et voilà. Et donc, le cerveau et la perception de la situation va être pour beaucoup. Ces 3 premiers mois, ces 6 premiers mois assez idylliques, ils vont faire en sorte que on ne va pas directement voir les vrais problèmes, les vraies réalités. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que souvent, dans la plupart des mariages, la femme tombe enceinte très rapidement. J'ai envie de dire malheureusement, parce qu'elle ne se laisse pas le temps de découvrir sa sexualité, elle ne se laisse pas le temps de profiter de sa vie de couple, elle ne se laisse pas le temps de profiter de ce cocon-là qui n'est même pas encore construit. Il y a un enfant qui arrive tout de suite. Et la femme, elle a cette capacité aussi de tout gérer parce qu'elle a des objectifs précis. Là, elle a envie de montrer à la face du monde qu'elle sait fabriquer des bébés. Elle a son gros ventre, elle a accouché, elle a son bébé dans les bras, c'est le jour du baptême, elle a son mari, elle a son bébé. Toute l'attention est sur elle. Et c'est l'accomplissement de toute une vie.
depuis petite, en fait, elle est biberonnée à des histoires romantiques. La plupart du temps, pour la majeure partie de ces filles-là, voilà l'accomplissement. Le baptême, j'ai mon bébé dans les bras, mon mari est là, j'ai mes badiennes, première djeke, deuxième djeke, tout le monde me salue, on salue la femme accomplie que je suis. Sauf que l'atterrissage de Fametti, parce que quand tu sors de tout ça, tu rentres à la maison avec ton bébé, parfois tu vas chez ta maman, d'accord? On te masse, on te chouchoute, etc. Et après, tu rentres chez ton mari. Et là, c'est compliqué. Parce que ton mari, il t'a laissé tranquille, ok? Là, maintenant, lui, il a faim, entre guillemets. Il a faim. Et oui, il a compris que machin, que truc, que épisiotomie, que césarienne, que nanana, que l'allaitement, que truc. Mais à un moment, il a juste envie. Et toi, tu sais aussi, parce que le spectre du devoir conjugal, il pèse sur ta tête, parce que tu sais que tu as pris du poids, que tu es fatigué, que machin, parce que pendant toute ta grossesse, tu t'es vu grossir, tu avais des boutons, tu avais noirci, ou tu avais éclairci, ou tu avais ceci, ou tu avais cela. Et il y a toute l'estime de soi, la confiance en soi qui s'effrite un petit peu. Donc tu te dis, là, faut que je me fasse belle, ok? Il faut que machin, faut qu'on aille en week-end, il faut que je laisse le bébé avec ma maman. Voilà, faut que je reprenne tout de suite ma place d'épouse. Parfois, tu n'es pas forcément prête. Et ce qui se passe, c'est que le mari, dans tout ça, personne ne vient lui expliquer comment toi, profondément, tu fonctionnes. Et là, tu refais l'amour, ok? Et à ce moment-là, il y a deux choses. Soit les femmes qui ont travaillé sur leur sexualité, qui sont allées au bout de leur corps, qui ont compris comment elles fonctionnaient, ben ça revient et ça va. Soit tu te dis, ouais mais bon, là je ne suis pas assez lubrifiée, je mouille pas assez, ça frotte. Autant avant je gérais machin, autant là j'ai pas trop envie. Là il me suce les tétons, il me mord, il me fait mal. Là il y a ses poils, il y a ses ongles. En fait toutes ces petites choses que tu supportais parce que tu voulais tomber enceinte et que tu te disais, bon, c'est pas grave. Là, maintenant, tu as ton bébé, tu es fatigué, tu n'as plus tellement envie de supporter des choses désagréables. Il faut maintenant savoir si tu es équipé et outillé pour dire à ton mari que, en fait, tu sais ça, j'aimerais bien que tu fasses comme ça, ou ça, je voudrais que tu fasses comme ça, ou ça fait mal, ou ça, ceci, ou ça, cela, parce que lui, il n'est pas dans ta tête. Et comme tu as laissé s'installer des habitudes, des gestes, une routine, lui, à aucun moment, il va se dire qu'en fait, ces gestes-là, cette routine, ces choses que tu as laissé s'installer, en fait, tu as laissé s'installer parce que peut-être tu n'osais pas dire, ou parce que tu étais focus sur le fait de tomber enceinte, ou parce que tu étais focus sur c'est mon devoir conjugal. Dans tous les cas, lui ne peut pas se réveiller un matin et comprendre qu'en fait, ça et ça et ça, ça ne te plaît pas. Donc, c'est parfois un cercle vicieux qu'il va falloir casser pour dire ou montrer par des gestes que ça, je voudrais moins fort, plus comme ci, plus comme ça. Donc, il faut comprendre d'une manière globale qu'on a deux êtres qui sont élevés dans un carcan religieux avec des codes, d'accord? Il n'y a pas la liberté de comportement et d'expression qu'on peut avoir dans certains pays qui permettent plus ou moins de savoir où on va, d'accord? Et malheureusement, on est obligé, chez nous, de faire tout ça en cachette. Et il y a un moment où, même dans le cadre légitime, légalisé du mariage, il y a des frustrations, il y a des incompréhensions, il y a des ras-le-bol, il y a de la détresse, il y a de la baisse de désir, il y a un manque de libido, il y a une fatigue ou il y a un désamour. Et il faut comprendre que dans ce cadre-là, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal pour deux personnes qui sont différemment constituées, différemment éduquées et que personne n'a pris le temps de briefer, tout simplement. Donc, la masturbation étant haram, les caresses sont autorisées. Donc, qu'un partenaire caresse sa partenaire, c'est complètement autorisé. Le devoir conjugal peut ne plus en être un quand c'est agréable et pour l'homme et pour la femme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ma lumière vient de s'éteindre, donc je vais attendre vos questions et je ferai une deuxième partie parce que d'ailleurs ça commençait à être long. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.